Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, éduquer les enfants à l'utilisation des écrans. On le fait souvent dans cette émission, mais si on apprenait aux parents, tiens, à avoir une consommation raisonnable du numérique, on inverse les rôles. Aujourd'hui, ce sera dans notre série La famille tout écran. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech aujourd'hui et Jeanne, ils ont 24 ans et pourtant toujours cette petite tête ronde et ce teint jeune poussin. Ce sont les emojis, mais quels seront les nouvelles icônes qui vont apparaître sur nos claviers avec la version 16.4 d'iOS? Eh bien, une trentaine de nouveaux pictogrammes sont actuellement en version bêta et devraient éclore au printemps. C'est l'occasion de revenir sur ces images qui sont mondialement utilisées, mondialement associées, échangées et qui ne sont peut-être pas aussi innocentes que ce qu'elles ont l'air d'être. Et enquête donc au pays des aubergines et des gens qui rient et des gens qui pleurent tout à l'heure en ce plateau. Tu envoies les emojis que tu veux. Emoji ouais, emoji super, emoji on va jouer avec le futur aujourd'hui dans notre talk. Le dessous des cartes devient ludique avec Concours Carto, un challenge conçu pour les collégiens, les collégiennes, mais pas que. Aujourd'hui, il est aussi destiné aux classes de seconde et aux classes de prépa. On en parle avec vous, Olivier Godard. Vous êtes professeur d'histoire et géographie des collèges du Maine-et-Loire, fondateur de ce Concours Carto, car oui, c'est désormais devenu une association. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en plateau avec nous, Vincent Péquignot, CEO et fondateur de Gamabilis. Avec vous, Vincent, on va voir que le jeu vidéo se fait outil d'impact. Démonstration avec Roots of Tomorrow, c'est votre Serious Game qui plante les graines de l'agroécologie, notamment testé grandeur nature au Salon de l'Agriculture il y a quelques jours. Bonjour Vincent. Bonjour. Mais d'abord, focus. Alors, on ne va pas se mentir, hein. Prenez les règles, justement, de l'utilisation des écrans à la maison. C'est plus simple à dicter qu'à faire, surtout quand on est parent. Démonstration tout de suite avec la famille tout écran et le Clémy. On vous a préparé quelque chose. C'est pour la fête des mères? Non, c'est plutôt pour la défaite des mères. Bon, bah je vais vous laisser, moi. Celle des papas qui mentent aussi. Vous passez votre temps à nous dire de ne pas être scotché à nos écrans. Sauf qu'on a mené l'enquête. Vous êtes accro. Oh non, c'est pas vrai. On fait attention. Très attention. On a des preuves. Il y a des têtes qui vont tomber. Voici le téléphone de maman. Regardez ce que nous avons découvert. Maman, je peux prendre ton téléphone pour jouer? Non, tu touches pas mon téléphone. Et puis tu sais très bien que j'ai pas de jeu dessus. J'en étais sûre. Elle est au niveau 451 sur Glossy Fruity Loops. Maman, nous avons de quoi te faire tomber. Mon beau-père limite nos temps d'écran. Ce que vous allez voir va vous choquer. La vérité est insoutenable. Mais c'est pour ça que je fais tout le temps des rêves avec la musique de Mario en ce moment. Le juge ne va pas vous rater. C'est à vous, adultes, de montrer l'exemple. Alors commencez par limiter votre consommation et installez le contrôle du temps d'écran sur votre smartphone. Vous serez plus crédible. Je vous déclare coupable. Vous serez condamné à faire un gâteau au chocolat toute la semaine. Petit côté strict me rappelle quelqu'un. Attends que je sois libérée, toi. Et tout de suite, impacté, c'est bien joué. On ouvre le talk, première partie. Et pour marier justement jeu et savoir, aujourd'hui à nos côtés, Olivier Godard, prof d'histoire-géo dans des collèges du Maine-et-Loire, fondateur du concours Carto en duplex avec nous. Et en plateau, Vincent Péquignot, CEO et fondateur de Gamabilis, notamment pour nous parler de ce jeu formidable, Roots of Tomorrow, les racines du futur de demain. On va déjà revenir à ce qu'est Gamabilis, Vincent, avec vous. C'est un studio français, oui messieurs, dames, et indépendant de jeux vidéo. Vous l'avez fondé en 2016, notamment avec Marianne Dostivin, qu'on avait reçue sur ce plateau pour nous parler de la façon dont le jeu vidéo devient un véritable driver d'action pour les décrocheurs et décrocheuses. Vous mettez au point des jeux à impact, des jeux responsables. Ça veut dire quoi exactement ? Alors les jeux vidéo à impact, c'est une sorte de jeux vidéo qui sont là d'abord pour aller chercher toutes les générations par le jeu. C'est le premier mot. Et chercher les joueurs, c'est d'abord leur proposer une expérience ludique et fun. Et ensuite, j'ai envie de dire presque dissimuler dans le jeu des sujets intéressants, des sujets de sensibilisation, de réflexion, de prise de recul, bref de l'impact, c'est-à-dire comment aider les joueurs à changer ce qui est dans le monde actuellement, les enjeux sociétaux, quels qu'ils soient.
C'est-à-dire que c'est un peu la méthode de la technologie qui va s'effacer derrière le design et derrière l'expérience utilisateur. On va apprendre des choses, on va pouvoir impacter sur nos comportements, mais sans s'en rendre compte directement parce qu'on va jouer. Tout à fait. Bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe déjà aussi plus globalement dans ce qu'on appelle la ludopédagogie dans l'enseignement. On essaye d'aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que ça s'insère dans tous les moments de jeu. Pas uniquement, j'allais dire, une séquence de ludopédagogie, c'est-à-dire vraiment en cours, mais que également les élèves, les étudiants qui abordent nos jeux puissent continuer à jouer. On a vu ça avec le jeu que vous citiez, donc Roots of Tomorrow, qui est utilisé par des enseignants en classe. Et donc, un des enseignants qui l'a utilisé nous a dit je suis content d'abord, ça leur a plu, ça m'a permis d'aborder des notions nouvelles, mais surtout à la fin du cours, les élèves ont dit on va continuer à jouer. Et ça, c'est votre plus grande victoire. On va rappeler, tiens, ce qu'est d'ailleurs Roots of Tomorrow, dont on voit quelques images ici en ce moment même. Vous l'avez déployé pendant le Salon de l'Agriculture qui vient de se tenir à la Porte de Versailles du 27 février au 5 mars dernier. Vous l'avez notamment fait tester grandeur nature par un professeur, parce qu'il y a une version enseignant et enseignante du gameplay. Ça s'est passé comment? Je précise que le jeu a été notamment développé avec Educagri et l'ADEME. Oui, tout à fait. Donc on a un ensemble de partenaires. C'est aussi la réussite du jeu, c'est de mettre autour de la table tous les partenaires. Un jeu à impact, c'est pas forcément évident à diffuser. C'est encore nouveau en France. Donc nous, on avait autour de la table des collectivités locales qui sont très impliquées dans l'éducation et l'agriculture, comme des régions, 5 régions. On avait des partenaires institutionnels, comme l'ADEME, l'INRAE aussi, qui est la caution scientifique, qui dirige scientifiquement le jeu, puisque c'est un jeu dont le contenu scientifique a été validé. Et puis après, on avait aussi des partenaires privés qui viennent financer aussi le jeu. Voilà. Et donc, on a travaillé avec eux plus de 2 ans, quand même. C'est un travail assez long. Une grosse partie de l'équipe était dédiée à cela. Et effectivement, on a sorti une version enseignement. Alors, le jeu est le même, mais on vient apporter aux enseignants des fonctionnalités supplémentaires qui vont venir l'aider à intégrer le jeu réellement dans sa pédagogie, dans son cours. Et dans sa pratique, avec la classe. On parle d'un jeu qui va nous aider à stimuler l'agroécologue qui sommeille en nous. On sensibilise en gros les écoles aux enjeux de l'agriculture de demain. Oui, alors... il y a deux... Alors d'abord, l'agroécologie, c'est très méconnu. Donc déjà, faire œuvre de... l'école du futur, dis donc, on a fait une spéciale agroécologie à l'occasion justement du lancement du Salon de l'Agriculture avec Justine Desplumas de Mycophyto et avec une école formidable d'ingénieurs agronomes qui s'appelle l'ISARA à Lyon. Oui, alors, c'est bien, mais c'est vrai que... vous viendrez en plateau la prochaine fois. Je vous dis la prochaine fois quel thème. Quand on rencontre certains étudiants, y compris parfois dans les lycées agricoles, certains résument encore l'agroécologie à simplement la transition écologique. Et l'agroécologie, donc les gens qui nous regardent le savent, c'est 3 axes, l'économique, le social et l'environnemental. Et donc, comprendre cela, c'est déjà intéressant. Ensuite, il faut comprendre que cette transition, il ne s'agit pas de changer un morceau de l'équation, parce qu'une exploitation agricole, c'est un système. Et donc, pour les enseignants, c'est expliquer à leurs élèves que c'est une transition, on appelle ça systémique. Donc, on change tout un système. Et ça, c'est compliqué, ça peut être vu comme dangereux pour un exploitant agricole, parce que chaque année, il va changer des paramètres de son système, de son exploitation agricole. Et donc, le jeu est là pour présenter cela, un peu pour rassurer aussi. Et donc on a cette double cible, on parle comme ça en jeu vidéo, les joueurs, le grand public, pour leur faire comprendre, leur sensibiliser. Donc là, on peut utiliser le jeu de manière simple, on ne rentre pas dans les détails. Et puis pour les enseignants, on leur dit, voilà, vous pouvez creuser et donc aller plus dans le détail et donc faire travailler vos élèves sur un axe particulier. Par exemple, vous voulez travailler sur le bien-être animal, il y a un indicateur bien-être animal. Donc vous allez pouvoir faire travailler uniquement sur cet axe-là. Et c'est ça que les enseignants attendent, puisqu'ils attendent, en fait, le jeu en lui-même, Roots of Tomorrow, c'est un jeu qui leur parle, mais ils attendent d'en faire un véritable outil pour leur cours. Donc, avec un très mauvais jeu de mots, on va faire prendre racine à l'agroécologie. On va essayer de planter les graines de l'écologie et de l'agriculture de demain. L'idée, c'est de se dire qu'encore une fois, on est dans la peau, nous, d'un agriculteur ou d'une agricultrice. Ça se destine plutôt, si je vous entends bien, à des élèves de l'enseignement supérieur, à ce moment-là, et des étudiants et étudiantes qui peuvent mettre justement ces idées en action. On va incarner cet agriculteur ou cette agricultrice pour comprendre comment, au quotidien, pendant un cycle de 10 ans, puisqu'il faut que ça puisse s'installer dans le temps,
on va pouvoir gérer son exploitation agricole avec ces préceptes de l'agroécologie. Oui, alors on est à la tête d'une exploitation. Ça, c'est la manière la plus simple de voir la transition. La cible, c'est l'enseignement agricole plus largement. Donc, ça commence en seconde. D'accord. Et ça va effectivement jusqu'au supérieur. Le jeu donc a plusieurs niveaux de difficulté. Donc, il peut être utilisé par des secondes. On a testé en BTS. On va le tester aussi dans l'enseignement supérieur. Et on va aussi le tester avec des structures comme les chambres d'agriculture, qui sont aussi nos partenaires, qui, eux, accompagnent les agriculteurs, y compris les jeunes agriculteurs ou les autres, parce qu'il y a aussi des agriculteurs moins jeunes qui veulent changer leur mode d'exploitation. Et c'est important aussi, c'est pas que les étudiants. Les étudiants, bien sûr, ils vont s'installer, ils vont probablement prendre de nouveaux modes d'exploitation, mais des agriculteurs qui ont une ferme depuis 15 ans, ils peuvent aussi avoir envie de changer. Donc le ludopédagogique, ça peut fonctionner à tous les âges. J'ai envie d'interpeller Olivier Godard, justement, à ce sujet. Vous le voyez avec Vincent Péquignot, avec Gamabilis, on plante là encore une fois les graines, j'ai pas de meilleure expression pour l'instant, sur ce plateau, de cette façon dont on va pouvoir impacter sur le futur. C'est aussi vrai avec les cartes et le concours Carto que vous proposez depuis 13 ans déjà. Alors au départ, ça a démarré en effet avec vos confrères et consoeurs de collèges, profs d'histoire-géo, mais pas que, dans des collèges du Maine-et-Loire. Aujourd'hui, l'association Concours Carto propose ces concours justement de cartographie aux élèves de 4e, de 2e, de classe prépa dans la France entière et participe aussi à des événements internationaux. Pour vous, comprendre justement ce qui se passe sous les matières, sous l'enseignement agricole, sous la géographie, sous l'histoire, ça nous permet aussi de pouvoir impacter sur les citoyens qu'on va être demain. Alors j'aime beaucoup ce qui vient d'être présenté parce que on est ici sur l'objectif de pratiquer finalement les savoirs. Et quand nous on fait de la cartographie avec les élèves, l'objectif c'est que les élèves, ils dessinent des territoires à partir des connaissances qu'ils ont. Donc finalement, on est à la fois dans le jeu, on utilise des crayons de couleur, on va utiliser des figurés, des dessins, mais on est également dans l'apprentissage de connaissances. Et l'apprentissage de connaissances qui fait que là aussi, on va essayer peut-être de redonner ces lettres de noblesse à la géographie, en tout cas se dire que la carte devient une grille de lecture pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, l'histoire, l'économie, peut-être même aussi la technologie. Tiens, soyons fous, on vous le dit assez souvent dans cette émission, la tech, c'est aussi de la géopolitique. Ça veut dire que en fonction des classes aussi auxquelles vous adaptez et réadaptez le concours Carto, on va pouvoir avoir cette nouvelle lecture du monde. Oui, alors on va prendre 2 exemples concrets. Parmi tous les concours qu'on organise, il y en a 2 dont je voudrais parler là. Il y a d'abord un concours Carto imaginaire. Alors celui-ci, il s'adresse aux élèves les plus jeunes, des élèves de CM jusqu'aux élèves de 5e. On va leur proposer un sujet, on est dans l'imaginaire. L'objectif, c'est qu'ils dessinent un territoire avec une anticipation. Cette année, le sujet, c'est par exemple habiter un désert chaud en 2123. Donc, finalement, l'objectif va devoir se projeter sur un territoire désertique, un territoire aride, mais il va devoir le faire en appliquant les notions de géographie qu'il connaît. On va parler d'habiter, donc on va parler de logement, on va parler de réseau de transport, on va parler d'agriculture, on va parler de besoins en eau, de besoins en énergie. Et finalement, ces élèves vont devoir construire une légende, construire un territoire complètement imaginaire. Ça peut être dans le désert du Sahara, dans une région qui deviendra désertique. Mais ils vont devoir finalement dessiner, imaginer ce territoire, s'y projeter. Et les meilleures cartes, ce sont celles qui racontent une histoire. Donc l'élève s'approprie la géographie, s'approprie un territoire, s'approprie des notions et finalement devient géopolitique. Bon, en fait, ils sont quasiment prêts, ces élèves-là, pour le concours Carto imaginaire, à aller dessiner les futurs gameplays de Gamabilis et du numéro 2, de la saison 2 de Route of Tomorrow, Vincent. Alors, c'est vrai que nous, c'est aussi une part du jeu qui a été beaucoup appréciée par les enseignants, c'est l'aspect graphique. Des jeux de
simulations de stratégies sur l'agriculture et la transition, il en existe en France, il en existe d'autres, mais souvent ils sont un peu rébarbatifs. Ils sont très pointus, très poussés, et nous on a décidé d'investir aussi dans la description et dans le dessin des fermes. Donc on a une équipe de graphistes très talentueux, et on les a emmenés, on est allé sur des fermes, on a visité des fermes, et ensuite ils ont dessiné ces fermes-là. Ils ont conçu, modélisé d'ailleurs en 3D, pour que ça ressemble à quelque chose de réel. Donc c'est pas une ferme qui existe, bien sûr, c'est une ferme, elle a un côté aussi imaginaire, mais quand on est dans l'exploitation normande, on se croirait en Normandie. Quand on est en Bretagne, on se croirait en Bretagne. Même si nos amis bretons ont trouvé qu'il y avait un peu trop de nuages qui passaient dans le ciel, ça ressemble quand même au temps breton. Mais si on transporte Route of Tomorrow dans le concours Carto Imaginaire et imaginer une exploitation agricole à gérer en 2123 dans un aspect désertique, forcément ça complexifie les choses. Alors ça complexifie les choses, ça complexifie surtout un travail de scientifique qui commence à faire, sur lequel nous on n'a pas encore travaillé, mais c'est vrai que sur lequel on aimerait travailler. C'est actuellement le jeu il se déroule grosso modo sur 10 ans, vous l'avez dit, entre 2021 et 2031. Oui. On pourrait aussi le transporter en 2050, en 2060. Mais là, c'est un tout autre travail, mais ça serait aussi intéressant de faire réfléchir aux agriculteurs qui s'installent maintenant, et qui donc vont vivre aussi cette partie-là, peut-être à la fin de leur carrière, et donc là, de se dire comment on va travailler. Et ça peut aller même beaucoup plus vite qu'on ne le croit, avant 2050, puisque hier... J'ai échangé avec des agriculteurs la semaine dernière au salon, et donc certains m'ont dit déjà nous, quand on s'installe, on sait que dans 10 ans, ça sera déjà différent. Et c'est vrai que, alors évidemment, le changement n'est pas aussi fort qu'en 2050, mais il y a quand même le changement climatique, il a des effets déjà dans les 10 prochaines années. Olivier, ça fait aussi partie finalement d'une mission de l'association Concours Carto de permettre à ces élèves, encore une fois, quel que soit leur âge, on l'a dit, 4e, seconde classe prépa, de se projeter aussi dans ce futur, de pouvoir... J'allais dire, réenchanter cet imaginaire du futur en oubliant un petit peu les questions justement d'angoisse vis-à-vis du futur qui sont assez prégnantes aujourd'hui de côté de ces étudiants et de ces élèves-là, tout en restant lucides sur les vérités scientifiques que nous avons aujourd'hui pour pouvoir imaginer ce futur en construction. Oui, alors ça, c'est un de nos credos, c'est-à-dire que nous, alors, à la fois en tant que prof d'histoire-géographie, et j'allais dire... citoyen, c'est de se dire qu'un élève qui maîtrise son territoire, c'est un élève qui sera un bon citoyen. Le territoire, c'est la base. C'est-à-dire qu'utiliser son territoire, savoir le connaître, savoir ses enjeux, c'est finalement se l'approprier et c'est quelque part mieux le comprendre et mieux le cerner et peut-être mieux, j'allais dire, l'organiser, le gérer. Ce sont des citoyens qui ont des responsabilités. Pour l'anecdote et en lien avec le sujet que tu as développé, il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, le sujet du Carto Imaginaire, c'était imaginer un territoire pour mieux manger demain. C'était ça le sujet, imaginer un territoire pour mieux manger demain. Il faut juste imaginer nos élèves bien justement et imaginant un monde dans lequel on pourrait avoir des champs qui soient durables, on pourrait avoir de l'énergie qui soit durable pour pouvoir produire de la nourriture. Ils avaient imaginé aussi, c'était rigolo parce que certains avaient imaginé des établissements scolaires qui auraient leur propre jardin, par exemple, et que la nourriture viendrait de la proximité totale de leur établissement. Donc vraiment, s'approprier le territoire, c'est l'idée de créer, j'allais dire, une conscience citoyenne. Là, on parle d'habiter un désert chaud en 2123 dans le Carto d'actualité pour les élèves de collège et de lycée. Cette fois-ci, on part d'un article de presse et on le cartographie. Alors, c'est-à-dire qu'on est sur l'île de Socotra, on est sur des enjeux géopolitiques au Yémen. On s'éloigne de ce que je viens d'expliquer, mais toujours sur cette sensibilité à comprendre un territoire. Et que des élèves puissent comprendre l'actualité à travers le territoire, c'est aussi leur permettre d'avoir des clés justement pour devenir aussi des citoyens avertis. C'est aussi un des enjeux des concours de cartographie. Alors, si vous voulez, on vous enverra la version enseignement de Route of Tomorrow, comme ça vous pourrez l'utiliser en cours avec vos collégiens et vos collégiennes. On continue à parler justement, des ressorts, du ludopédagogique, de la façon dont le jeu, la carte peuvent impacter sur nos comportements au quotidien dans un instant avec Vincent et avec Olivier. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap, évidemment, d'Edouard Degnaud. My roommate is on a meet a date. Do you mean the Galapagos Islands? No, I like Wikipedia. This has been so fun. I just feel like I haven't had a night out in a long time. So, is this...
saw this on my right end. Might be cool. Standing in our ashes, feeling the sunshine once. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Vincent Péquignot pour Gameabilis, d'Olivier Godard pour Concours Carto et de Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous parler de petites icônes, toutes mignonnes, rondes parfois, mais pas que. Pas si jeunes que ça d'ailleurs, puisqu'ils entrent dans leur 24e année, depuis leur création à la fin des années 90 par l'entreprise japonaise NTT Docomo. Les emojis ont conquis la planète entière. 92% de la population française en ligne les utilise et 5 milliards d'entre eux, c'est très précis, sont échangés quotidiennement. J'avoue, même à toi, je t'en envoie de temps en temps. De temps en temps. Système norme corps d'émotions pour les uns, nouveaux hiéroglyphes pour les autres. Nos plus de 3500 smileys nous accompagnent au quotidien pour exprimer notre désir parfois, nos envies d'ici et d'ailleurs de soleil, nos émotions. Parce que oui, il est important de dire qu'on les aime à ceux qu'on aime. Ils sont présents partout dans la pub, ils sont présents dans les films. Et au moment où je vous parle, leur présence sur Twitter est comptabilisée. Le nombre exact d'éclats de rire, de poupées emoji, de singes qui se cachent les yeux apparaissent en temps réel sur le site Emoji Tracker. Ils sont donc absolument partout dans nos vies et leur famille va s'élargir puisque 31 smileys sont actuellement en version bêta pour leur future apparition dans la version 16.4 de l'iOS qui devrait paraître au printemps 2023. Mais on brûle de savoir lesquels. Eh bien oui, alors je vais vous les montrer. Hein. Bon, je suis un peu déçue parce que moi je voulais que le smiley d'Ab soit absolument... Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas, il n'y en a toujours pas, je te jure. Mais bon, je vous les montre quand même. Alors, il y a quand même un petit emoji tête tremblante qu'on aime bien. Comment ça va trembler ? C'est ça. Voilà, on le voit en haut à gauche. Le petit emoji tête tremblante, on l'aime bien. Il y a un high five aussi, dont on pourra se servir pour high fiver, mais aussi pour faire comprendre à son interlocuteur que, eh bien, non, les photos non sollicitées de certaines parties de votre corps, messieurs, ne sont pas le plus beau cadeau fait aux femmes. Mais ce petit smiley, non, pourrait être utile quand on sait que 32% de la Gen Z a déjà largué son petit copain grâce à l'intermédiaire d'un emoji. Mais l'histoire de l'un d'entre eux, en tout cas, m'a particulièrement intéressée. C'est celle du peigne afro qu'on voyait dans notre petite sélection. C'est celui qui vient à l'issue d'une belle et grande aventure. C'est celle d'un jeune graphiste ivoirien du nom de Oplérou et de ses Zouzoukois. Le jeune créatif, en fait, trouvait que la culture africaine était trop peu représentée par le répertoire international d'émoticônes. Il a posté donc tous les jours pendant un an un emoji qui représentait un aspect de la culture ivoirienne. Eh bien, on le regarde. My name is Oplérou and I'm a graphic designer from Côte d'Ivoire. I was tired of always seeing Africa reduced to a land in war where people are poor and hungry. So I decided to create emojis to share a side of the continent the media don't show. I made one emoji every day during the year. I'd like to design more for the other regions. So tell me in the comments what...
Mais c'est absolument... Il a eu bien raison d'ailleurs de persévérer. Ça veut dire quoi d'ailleurs, tiens Jeanne? Il y a une Académie française des emojis qui valide l'entrée d'un emoji ou pas dans son panthéon d'utilisation. Tout à fait. L'équivalent de l'Académie française pour les émoticônes, elle s'appelle Unicode. C'est un consortium qui a été créé dans les années 80 par Apple et Xerox. Ces acteurs, Google, Apple, Facebook, Netflix, mais aussi le sultanat d'Oman, mais aussi certains membres du gouvernement indien, eh bien, ils se retrouvent dans 7 immeubles, ce qui est situé à San Francisco, au 611 Gateway Boulevard, suite 120, qu'on imagine feutré comme tout pour valider ou invalider l'entrée dans le plus grand secret des nouveaux emojis. Et les batailles pour y faire donc entrer les nouveaux symboles sont parfois âpres. 53 000 €. C'est l'argent dépensé par la Corse pour tenter de faire rentrer son emoji à l'image de la tête du fameux mort de l'île de Beauté. Cette coquette somme devait asseoir, je cite, l'image de la Corse sur le web mondial. Dans les 53 000 €, il y avait 5 000 € pour du lobbying auprès des GAFA, il y avait 9 000 € pour une campagne de sensibilisation auprès du consortium Unicode, dont on ne sait pas trop ce que c'est que cette campagne de sensibilisation à la sauce corse. Dont on ne sait pas trop à quoi ça correspondait, cette campagne d'intimidation, voilà. Sensibilisation. C'est ça. Oui, exactement. On ne comprend pas trop. Mais en même temps, ça veut dire que, vu les sommes dépensées par les GAFA en matière de lobbying auprès des différentes institutions, 53 000 €, finalement, c'est peanuts. Ça veut dire que l'emoji, ça constitue un combat économique, politique, idéologique. Et oui, quand on sait notamment que selon le Digital Report de Hootsuite, 80% des plus de 5 milliards d'utilisateurs de téléphones ont des smartphones et que dans leur écrasantes majorité, eh bien, ils utilisent tous des emojis, eh bien, l'enjeu symbolique, il est énorme. De nombreux combats ont donc été menés. On se souvient que l'intégration des différentes couleurs de peau, teintes de peau, est intervenue en 2015 suite à un tollé et à une pétition signée par des milliers d'internautes sur le site DoSomething.org. En octobre de l'année dernière, l'association féministe Règles élémentaires a lancé une pétition pour que soit créé, alors bon, ça sont des propositions, mais pour que soit créé donc un emoji qui évoque le cycle menstruel des femmes, pour enlever évidemment le tabou. La représentativité féminine, elle a été aussi au cœur du combat mené en 2016 par Rayouf Aloumedi, alors âgée de 15 ans, pour que soit créé l'emoji hijab qu'elle a donc dessiné. Rayouf Aloumedi, elle voulait que elle et des millions de femmes musulmanes puissent se reconnaître dans un emoji qui leur ressemble. Elle a donc travaillé main dans la main avec Unicode jusqu'à l'image finale, combat qui lui a valu de figurer parmi les 30 ados les plus influents de la planète en une du Time en décembre 2017. Oui, car si les emojis sont une langue vernaculaire à part entière, ça veut bien dire qu'il faut pouvoir donner la parole à toutes et à tous. Et oui, et donner la parole tout à fait, et aussi permettre d'exprimer ses émotions parfois plus facilement qu'on le fait par écrit. C'est la conviction, pardonnez-moi, de l'organisation suédoise BRIS, qui, pour libérer la parole d'enfants victimes de violences, avait constitué un ensemble d'images représentant des situations toxiques où des enfants pouvaient se trouver sans arriver à en parler au personnel enseignant, au personnel soignant, et en les montrant aux enfants, eh ben, ils ont pu, en effet, ces enfants désigner des situations qu'ils vivaient à leur domicile. Et cet accès à la voix, au sens large, elle a permis aussi de contourner la censure. Quand en Chine, en 2018, après la suppression du compte Feminist Voices sur l'équivalent de Twitter chinois, c'est-à-dire Sina Weibo, certaines femmes empêchées de témoigner d'abus dont elles avaient été victimes aux côtés du hashtag MeToo avaient utilisé ces deux emojis, le lapin et le riz, qui à l'oral en chinois eh bien, se prononce MeToo, homophone qui leur avait permis d'échapper donc habilement à la détection. Et en conclusion, eh bien, pour témoigner de cette volonté qu'on a toujours d'ajouter les émotions au côté un petit peu abstrait, un peu froid de nos caractères romains, je voulais citer l'écrivain Nabokov qui, en 1969, répondait dans une interview du New York Times à un journaliste qui lui demandait comment il se situait parmi les écrivains vivants et ceux du passé immédiat. Il avait répondu « Je pense qu'il devrait exister un signe typographique spécial pour un sourire, une sorte de marque concave, une parenthèse couchée sur le dos que je voudrais maintenant tracer en réponse à votre question. »
C'est beau, bravo, merci Jeanne. Donc, on se retrouve justement dans quelques semaines pour voir quels seront les nouveaux emojis validés, encore une fois, par la nouvelle version de l'OS d'Apple, iOS 16.4. On a bien retenu notamment le panafricain qui est splendide. Ces emojis, ils prennent une part très importante dans nos vies. Vincent, c'est pas vous qui allez me démentir avec ce studio indépendant de jeux vidéo. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est devenu une nouvelle langue vernaculaire. Il faut savoir se les approprier. Oui, mais c'est ce qu'on disait juste à l'instant. L'emoji, c'est l'émotion. Nous, dans les travaux qu'on mène sur l'impact de nos jeux vidéo, c'est l'émotion qui est un des vecteurs de passation de l'impact. En réalité, on pourrait penser que l'émotion, ça va être juste de promouvoir une émotion négative ou positive. Ça a beaucoup été utilisé dans des campagnes de sensibilisation, par exemple. En fait, les travaux que nous menons actuellement, dans une thèse, avec une doctorante qui va soutenir sa thèse cette année, qui s'appelle Hélène Birlouez, elle travaille sur le changement d'émotion. Et c'est le changement d'émotion qui va donner envie aux joueurs de changer leur comportement. On disait, est-ce que le jeu crée un impact ? Oui, mais il faut encore le démontrer, il faut encore le mesurer. Et trouver ces leviers, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc on a mentionné notre jeu sur l'agroécologie, mais en fait ça peut être appliqué à plein d'autres sujets. L'émotion, c'est un des ressorts de l'art, Jeanne, évidemment. Tu nous entraînes souvent dans ces enquêtes aux frontières du numérique, de la tech et de l'art. Là aussi, tu as découvert, avec les emojis, une nouvelle façon de s'approprier justement ces émotions-là. Alors, c'est sûr qu'en effet, c'est emoji, donc ça veut dire lettre et image. Ça ne veut pas dire émotion, emoji, en japonais. Mais il se trouve que, en fait, c'est un peu une ponctuation étendue, les emojis. C'est-à-dire que, par exemple, les emojis, ils se situent à la fin d'une phrase. On les met au même endroit que le point d'exclamation. En arabe, évidemment, on le met au début, enfin à la fin de la lecture de droite à gauche. Et en fait, c'est ça, c'est exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la micro-expression, quelque chose qui ne va pas transparaître dans l'écriture. Donc, en effet, remettre l'émotion, remettre quelque chose de plus intérieur et de plus physique, parfois de plus sentimental, et c'est un levier de toute évidence pour faire passer tout un tas d'enseignements. Olivier, vous acceptez les emojis dans les copies ou dans les cartes de concours carto? Alors, dans les copies, c'est un peu délicat, surtout qu'on forme des élèves. C'est des examens, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, moi, je ne m'empêche pas de temps en temps sur un bulletin de notes ou sur une appréciation de mettre des petits emojis. Ça peut m'arriver effectivement de le faire. J'allais dire, c'est une prolongation de ce qu'on peut écrire des fois sur un ordinateur. Mais après, moi, en parlant des emojis, moi, ça me fait vraiment penser et je suis désolé, je ramène ça à la carto, mais aux figurés et au choix des figurés. On sent bien que dans les choix des figurés des élèves, soit sur des sujets personnels ou sur des sujets plus scientifiques, le choix des figurés est clairement lié à des émotions, est clairement lié à des représentations. Et choisir une couleur, choisir une flèche ou un trait, etc., a aussi cette notion de faire passer un message. Et une jolie carte, et on en a tous des exemples en tête, j'en suis sûr, c'est d'abord une carte qu'on aime regarder, j'allais dire visuellement. Il y a un côté très esthétique à la réalisation et à l'observation d'une carte. Ce design, justement, cet impact, on continue à en parler avec vos initiatives ludopédagogiques. C'est la deuxième partie du talk. Et je vous le rappelle, aujourd'hui, on est entouré de Vincent Péquignot, CEO et fondateur de Gamabilis, d'Olivier Godard, professeur d'Histéo, notamment dans les collèges du Maine-et-Loire et fondateur du concours Carto, et évidemment de Jeanne Dreyfus pour ses enquêtes numériques et artistiques. On continue à parler justement de ces initiatives ludopédagogiques, que ce soit avec le jeu vidéo d'impact ou avec concours Carto qui nous emmène justement voir le dessous des cartes pour mieux se réapproprier toutes les matières de l'actualité à la géo, évidemment, en passant par l'histoire et l'économie ou la géopolitique. Olivier, avant de terminer la première partie de cette émission, vous nous parliez de la pluralité et la complémentarité des concours qui sont proposés avec cette association Concours Carto. Énormément, 7 je crois, concours différents qui sont proposés. On parlait de la cartographie imaginaire, mais aussi de la cartographie d'actualité. Il y a une autre discipline que vous inaugurez justement pour ce printemps 2023. C'est en partenariat avec le CNES. On va pouvoir étudier des images satellites pour les transformer en croquis. Cette fois-ci, vous vous lancez dans le concours GéoImages.
Exactement, ouais, le CNES depuis plusieurs années a un site internet GeoImages qui permet de diffuser au grand public et en particulier aux enseignants des images satellites de très très grande qualité. Ces images satellites permettent d'accompagner de tous les points du programme qu'on peut étudier du primaire au secondaire jusqu'au supérieur. Et ces images sont accompagnées d'un dossier pédagogique, d'une notule, sur laquelle des chercheurs, des scientifiques, des enseignants vont analyser l'image pour comprendre ce qu'il y a derrière, parce que l'image seule parfois ne donne pas toutes les informations. Et à partir de cette image satellite et de la notule qui l'accompagne, donc de la notice explicative, descriptive de l'image, nous allons proposer aux élèves de première et de terminale, nous avons choisi un sujet pour eux, donc un sujet qui est malheureusement beaucoup dans l'actualité puisqu'on parle de Ceuta, qui est donc à la pointe nord du Maroc et entre le Maroc et l'Espagne, là où partent beaucoup de migrants à destination de l'Europe en traversant la mer Méditerranée. Et donc les élèves vont devoir utiliser cette image satellite et la transformer en croquis avec une légende organisée pour faire passer un message, encore une fois, pour faire comprendre ce qu'il se passe sur ce territoire en l'analysant géographiquement et en traduisant ces informations géographiques en figurés et donc en croquis cartographiques. Il y a une grande importance aujourd'hui de la technologie en matière de géo. Je sais que vous collaborez notamment avec une entreprise qui s'appelle Esri France, dont le métier c'est de concevoir des softwares justement de géographie et géospatiaux. C'est important de pouvoir s'appuyer sur ces technologies justement de pointe pour les adapter en cours. Comment est-ce que justement la translation, si j'ose dire, entre le côté ultra-tech de ces solutions qui sont utilisées pour l'industrie, pour l'économie, pour aussi le spatial, peuvent être justement répatriés en classe? En fait, ces outils dont vous parlez, c'est des outils que les élèves soit peuvent déjà utiliser, soit qu'ils connaissent. Et puis, j'allais dire, nous, en tant que profs de géographie, on va s'appuyer sur ces moyens qui existent. Le jeu vidéo est un excellent moyen de pratiquer un certain nombre de cours et d'utiliser des notions. Le jeu vidéo que présente mes collègues ici en plateau peut clairement être utilisé dans un travail en sixième, comment est-ce qu'on va avoir différents espaces agricoles qui existent dans le monde, ou en seconde, on peut faire ça sur comment est-ce qu'on nourrit les hommes. On va utiliser les images satellites parce qu'elles permettent de voir le monde de manière extrêmement fine sur des territoires précis. Donc on va pouvoir travailler sur la mer, on va pouvoir travailler sur des frontières, on va pouvoir travailler sur des espaces industriels, des espaces agricoles, avec des images de très haute définition. Pourquoi s'en priver, tout simplement? On est très loin de la simple carte ou du simple résumé dans un manuel. Aujourd'hui, en cours, on utilise tous les moyens qui sont possibles pour être un biais pédagogique avec les élèves. On est tous équipés d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs. Allons-y. J'ai envie de vous retourner la question à tous les deux, Olivier et Vincent. Incarner, illustrer, c'est déjà comprendre? Oui, le jeu vidéo est un des moyens qui a l'avantage aussi d'être pratiqué par 95% si on est sur la tranche d'âge des 15-25 ans. Donc on a un a priori favorable quand on arrive avec un jeu vidéo. Moi je ne suis pas enseignant, mais c'est ce que me disent les enseignants. On a parlé effectivement ensuite de comment utiliser ce jeu vidéo. Nous on a discuté avec beaucoup d'enseignants, on a parlé tout à l'heure de l'enseignement agricole. J'ai une enseignante qui est en lycée général, SVT en seconde, elle me dit mais moi je vais utiliser sur un autre sujet qui est simplement les écosystèmes. Elle ne va pas parler d'agriculture, elle n'a pas un cours à faire sur l'agriculture. Elle va utiliser le jeu pour parler des écosystèmes. Et c'est là vraiment qu'on voit la complémentarité de l'outil pédagogique, et c'est ce que fait Olivier avec le concours et la cartographie, c'est-à-dire l'outil lui-même et la démarche de l'enseignant. C'est vraiment la complémentarité des deux sur laquelle on travaille, et c'est l'enseignant qui va prendre l'outil quelque part, le tourner dans un sens particulier et en faire quelque chose. On a un enseignant qui nous a dit, voilà, donc dans notre jeu, il y a 3 axes, on a dit l'économique, le social et l'environnemental. Il me dit, moi, quelque part, je déforme l'outil. D'abord, mes étudiants, ils font une partie environnement. Ils ne regardent pas le reste. Ensuite, une partie uniquement pour le score social, uniquement pour le score économique. Donc, il va faire 3 parties et après une 4e partie pour faire comprendre d'optimiser le score agroécologique. Donc, il a utilisé le jeu avec une véritable démarche pédagogique. Nous, on a proposé un outil et c'est l'enseignant qui en a fait un cours
Et finalement, c'est la meilleure des récompenses pour vous, voir que votre gameplay va être réadapté en fonction des besoins aussi d'enseignement, des besoins d'approfondissement de chaque élève, de chaque prof. Oui, et en fait, pour généraliser, c'est le propre du jeu vidéo à impact, en réalité. Nous, on écrit une histoire, hein. Parfois on crée un gameplay, et finalement, là, les enseignants, mais les joueurs aussi, se réapproprient le jeu et l'utilisent un peu comme ils veulent. Nous, quelque part, il nous est, enfin, quelque part, on n'en a plus la maîtrise. Alors, je vais changer de sujet, c'est peut-être un peu présomptueux. Moi, je suis un grand lecteur de Marguerite Duras. Elle disait, quand mon livre est publié, il ne m'appartient plus, c'est le lecteur après qui le fait. Et ben c'est pareil. Là, donc, mon associé, voilà, je la compare à Marguerite Duras, elle a beaucoup de talent. Et ben Marianne, quand elle livre un jeu, on ne sait pas ce que va en faire le joueur. Et là, c'est ce qui arrive avec Roots of Tomorrow. Il y a des agriculteurs qui l'utilisent. Il y a des agriculteurs qui l'utilisent, par exemple, pour parler entre eux. Ouais. Pour parler à leurs voisins, pour parler à leur mère, pour parler à leurs parents. Ah oui, moi je vais changer mes modes d'exploitation. C'est pas forcément évident dans une famille. Hein. J'hérite moi de la terre de mes parents. Ils ont consacré leur vie à un mode d'exploitation et je dois leur dire, bah, moi je vais faire autrement. Là, on n'est pas dans l'agronomie, on n'est pas dans la technologie, on est dans la sociologie en fait, voire même la psychologie. Et le jeu est là purement un outil de médiation. Au-delà d'un outil pédagogique, c'est un outil de médiation. Ça devient un driver de discussion. Driver de discussion aussi pour d'autres jeux que vous avez développés avec Gameabilis. Je pense notamment à Big Little Bias, qui s'attarde sur les discriminations au quotidien, le sexisme, le racisme, le handicap. Un jeu aussi de santé, notamment Summertime, qui s'inspire de la pandémie et de l'épidémie de Covid, mais qui du coup nous permet d'aborder différentes facettes de la gestion de crise aussi, sanitaire, sociale, économique. Vous balayez un champ très large de sujets avec vos jeux à impact. On peut littéralement tout aborder via le jeu vidéo. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que le jeu vidéo est un média. Et donc on peut aborder, c'est comme si on dit est-ce qu'on peut aborder tout à la télévision, je pense que oui. Après ça va être quelle manière de l'aborder, quel ton on va donner. Vous avez cité notre jeu sur la diversité et l'inclusion qui est en préparation. C'est un sujet un peu compliqué, qui est déjà abordé dans les jeux vidéo en réalité, parfois bien, parfois de manière un peu caricaturale. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord faire un peu de nuance, et c'est surtout, ça c'est notre ligne créative, de ne pas être dans une position de donner, d'apporter quelque part juste une connaissance, d'apporter ce qu'il faut faire, d'être normatif comme on dit. On apporte à penser, on apporte à réfléchir. Ce qu'on veut, c'est que le joueur, il se dise pas simplement j'ai repéré une discrimination. On veut qu'il repère chez lui s'il y a des comportements discriminatoires ou pour être plus général, non inclusif. Et donc effectivement, c'est le jeu de cette année, donc avec 2 thèmes qui seront abordés donc c'est un jeu, j'espère c'est un jeu narratif, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de chapitres, beaucoup de saisons. Les 2 premiers sujets, ça sera l'égalité femmes-hommes, et ça sera le racisme. Et donc, on va essayer de les aborder. Enfin, on va les aborder dans ce jeu. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et de le présenter. Avec grand plaisir. Vous voulez revenir faire une démo en plateau. Voilà, c'est un sujet. Alors, vous parliez aussi de la santé. La santé, c'est encore différent parce que c'est un sujet très personnel, voire intime. Donc, on a parlé de sexualité. On a aussi fait un jeu sur l'épilepsie et notamment les risques pour les malades qui sont atteints d'épilepsie dite pharmacorésistantes. Vous avez des patients épileptiques qui peuvent jouer aux jeux vidéo? Et oui, ça paraît toujours surprenant. Je me permets absolument, c'est une surprise totale. Ça paraît toujours surprenant, mais alors on teste nos jeux, hein, donc il n'y a pas de risque et on travaille sur des sujets comme ça avec des médecins, avec des soignants et avec les malades eux-mêmes. Et c'est ça ce qui est très important. Donc le jeu, il existe encore, il s'appelle Tricky Life. Ce qui est très important, c'est que les malades nous ont dit. Les malades, j'allais dire, ils nous ont suggéré, ils nous ont même demandé de mettre un peu de l'humour dans le jeu. Parce qu'on leur parle de leur maladie tous les jours et souvent, on les considère comme des malades. Et en fait, eux, ils en ont un peu marre d'être juste considérés comme des malades. Ils veulent être considérés comme des gamers et ils ont bien raison. Olivier, je vous retourne très rapidement la question et ce sera la conclusion de cette émission. On peut tout traiter et on peut impacter sur énormément d'aspects. Avec le jeu vidéo, c'est vrai aussi avec les cartes? Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que la cartographie, alors au-delà de nos concours, moi j'ai déjà pratiqué avec des élèves par exemple de la cartographie sensible. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire mettre des élèves en situation d'observer leur territoire avec un autre regard, celui de la carte. Imaginez une bande d'élèves, une classe d'élèves que vous mettez 5, c'est une expérience que j'ai vécue, vous leur demandez de fermer leurs yeux et vous leur demandez de ressentir ce qui se passe.
Et moi, j'ai un collège qui est en bord de Loire, avec de la nature tout autour, on entendait des bruits d'animaux, il y a un cheval très loin du collège, etc. Et imaginez ensuite faire dessiner ça aux élèves, c'est-à-dire représenter un espace sensible. Et là, les élèves ont été capables de déterminer que leur collège était dans un milieu. C'est dommage, on aurait bien aimé savoir quel était ce milieu. Moi, je dirais un milieu sympathique. Un milieu à dimension... On vous a perdu l'espace d'un instant, Olivier. Puis le moment où vous allez nous qualifier justement l'espace dans lequel évoluent vos collégiens et vos collégiennes. Alors, je disais, les élèves ont été capables de représenter un espace, un collège dans un milieu rural, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à définir avec des caractéristiques de bruit. Alors, j'allais presque dire d'odeur, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a dit, mais le cheval, on ne fait pas que l'entendre. Hein. On sent bien qu'il y a des animaux qui ne sont pas très loin par ici, le vent dans les arbres, etc. Et cette cartographie sensible, elle arrive aussi par certains collègues qui arrivent à faire dessiner à leurs élèves le collège de la manière dont ils se le représentent. Imaginez simplement des élèves de 6e, par exemple, à qui on va dire, voilà le lieu du collège, les bâtiments, les salles, etc. Et qui vont à un moment donné dire, cette salle, on ne va pas la dessiner, ou en tout cas on va mettre un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Cette salle, on va mettre des figurés qui vont être plutôt négatifs parce qu'on sait que c'est là où on est convoqué si on fait une bêtise. Les toilettes, par exemple, dans les établissements scolaires, c'est hyper intéressant. Quand on fait de la carte sensible avec des élèves qui vont être capables de dire les toilettes, nous, c'est des endroits où on ne se sent pas à l'aise, où on n'est pas heureux d'aller parce que ça sent pas bon, parce que c'est un endroit où on est isolé, et il peut nous arriver des choses qu'on n'aime pas. C'est des endroits où il peut y avoir des disputes, etc. On va avoir des bancs dans les cours de récréation. Le banc, là, il est tenu par des élèves de 3e. Les élèves de 6e n'ont pas le droit d'y aller. Et les élèves vont pouvoir s'exprimer. Vous parliez de discrimination, d'égalité femmes-hommes. On est clairement, quand on fait de la carte sensible, on est clairement sur l'espace du réel et l'espace du sensible, la manière dont on se représente les lieux. C'est hyper intéressant de faire avec des élèves aussi. De la sensibilité, de l'impact derrière le jeu vidéo et les cartes. Merci messieurs d'avoir partagé justement vos retours d'expérience pour l'école du futur. Vincent Péquignon, on vous retrouve avec Gameabilis et ses jeux, notamment Words of Tomorrow pour construire l'agroécologie de demain. Olivier Godard, on vous retrouve avec toute l'équipe de l'association Concours Carto sur concours-carto.com pour pouvoir aussi être établissement partenaire, j'imagine. Et Jeanne, on te retrouve évidemment dans l'école du futur dès la semaine prochaine ou même dès demain, tiens. En tout cas, nous, on se retrouve pour d'autres aventures. Très bientôt.